Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Droit au débat. Connaître et maîtriser le régime d'imposition est crucial pour vous et votre entreprise. Quels sont les différents régimes d'imposition? Peut-on les choisir? Notre invité Semir Hadjali, expert comptable et commissaire aux comptes, est présent ce soir pour en parler. On remercie nos partenaires officiels PwC Algérie et la CACI. Et on entame cet épisode avec l'actualité dans Legal News, Legal Doctrine. Hydrocarbures, le décret exécutif numéro 2163 fixe la liste des carburants et des GPL ainsi que la méthodologie et les modalités de calcul de leur prix de vente sur le marché national. Le décret exécutif numéro 2164 fixe quant à lui la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut, du condensat entrée raffinerie et du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz. Aménagement du territoire, 3 territoires situés à Djanet, dans le sud algérien, et la vieille ville de Béjaïa, désormais considérés comme des secteurs sauvegardés à la suite de plusieurs décrets exécutifs du Premier ministère. Fiscalité dans la note numéro 378 relative à l'article 42 de la loi de finances pour 2021, la DGI précise les modalités de l'obligation pour les redevables de la TVA de produire à l'appui de leur déclaration série G50 un état fournisseur. On y retrouve notamment des informations sur les informations des fournisseurs à renseigner ainsi que la périodicité de cette obligation et son format. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur legal-doctrine.com. Fiscalité, quels sont les régimes d'imposition en Algérie? C'est le sujet de Droit en débat et c'est maintenant. Et pour en parler ce soir, nous recevons Monsieur Semir Hadjali, expert comptable et commissaire aux comptes. Bonsoir Monsieur. Bonsoir, merci Bienvenue sur le plateau. Merci à vous d'être venu. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'un régime d'imposition, Monsieur Hadjali? Donc, un régime d'imposition, c'est l'ensemble des règles qui régissent la taxation des revenus d'une entreprise, aussi bien pour la partie d'impôts directs et d'impôts indirects, comme la TVA par exemple, ou la taxe intérieure de consommation. Donc le sujet en lui-même est dense, et si la matière fiscale parfois effraie, ce n'est pas parce qu'elle est complexe, mais c'est parce qu'il y a d'énormes sujets, et pour parler de régime d'imposition, la meilleure façon de simplifier sa présentation, c'est de l'aborder en prévenant qu'il peut s'agir de segments comme l'imposition d'activité ou encore l'imposition de personnes. Peut-on choisir son régime d'imposition? Alors il y a des situations où on peut le faire et il y a des situations où par contre le régime d'imposition s'impose lui-même par la loi parce qu'on ne remplit pas telle ou telle condition. Ça serait dans quel exemple? Bien, écoutez, si on regarde du côté de l'impôt forfaitaire unique, qui est devenu un impôt populaire, parce que ça a vocation à être un impôt forfaitaire, il y a d'emblée dans la présentation de cet impôt une exclusion de certaines activités. D'accord. Par exemple, les importateurs de produits en vue de leur revente ne peuvent pas être soumis à cet impôt forfaitaire. Donc ils sont forcément orientés vers le régime dit du bénéfice réel. C'est également le cas pour les établissements de santé, laboratoires d'analyse, les grossistes également. Et justement, quels sont les différents régimes d'imposition en Algérie? Alors fondamentalement, on va essentiellement parler de l'impôt forfaitaire unique de l'IFU, mais également de l'impôt sur le bénéfice réel. Mais lorsque vous parcourez le code des impôts directs, vous relevez qu'il y a un grand nombre de régimes d'imposition et qui sont en fait des démembrements
d'imposition dans ces deux sujets principaux. Prenez par exemple le régime des plus-values est un régime qui peut aussi bien s'appliquer ou trouver application du moins pour les personnes physiques que pour les sociétés. Alors, le premier, le plus en vogue depuis quelques années et qui a fait beaucoup parler de notre pays, c'est l'impôt forfaitaire unique. Et justement, quels sont les fondements de ce régime? Alors, les fondements, c'est que l'administration a voulu simplifier parce qu'elle est partie d'un constat d'une analyse de la population fiscale, de ceux qui doivent payer l'impôt, ceux qui le payent, et de s'apercevoir que dans la contribution d'un grand nombre de personnes physiques, il y a donc une multitude de redevables en nombre, dont la gestion est compliquée. Elle est compliquée parce que déjà, il y a leur nombre, il y a également la répartition sur le territoire et également l'organisation et les moyens de l'administration. Donc pour simplifier de part et d'autre, cet impôt apporte une réponse pratique et utile, parce qu'il est basé sur une notion d'impôt forfaitaire, que du reste nous connaissons en Algérie, puisque historiquement, les dispositions du Code des impôts ont été vidées de leur substance pour laisser place dans le développement à cet impôt forfaitaire, et qui consiste donc à payer un impôt sur la base du chiffre d'affaires. Et avec la particularité que cet impôt est libératoire à la fois de la taxe d'activité professionnelle, la TAP, de l'impôt sur les bénéfices et également de la TVA. Ce qui simplifie beaucoup pour l'administration en termes de suivi de 3 types d'impôts différents, dans la répartition à la fois de population fiscale et géographique, et une garantie de collecte de l'impôt, puisqu'il y a une variable qui est réelle, et matérielle plutôt, et qui est donc celle du chiffre d'affaires. Donc j'en profite pour rappeler les taux d'imposition, 5% pour les activités de production et 12% pour les activités de service. Très bien. En quoi consiste le régime du bénéfice réel? On va en parler tout de suite. Le bénéfice réel, par opposition à l'impôt forfaitaire, c'est que la base taxable dans l'impôt forfaitaire, c'est, on le disait tout à l'heure, le chiffre d'affaires. Donc c'est le haut du compte de résultat. Tandis que le bénéfice réel, c'est le bas du compte de résultat. C'est-à-dire qu'on permet donc aux contribuables, à l'entreprise, de ne pas payer d'impôts en dehors de la TAP sur le chiffre d'affaires, et en plus de ça, de l'englober dans une imposition unique pour liquider 3 impôts en même temps, tandis que sur le bénéfice réel, c'est que là, en fait, on parle essentiellement de l'impôt sur les bénéfices. En marge, il y a la TAP également qui doit être payée, ainsi que la TVA. Donc on va permettre aux contribuables de déduire un ensemble de charges courantes d'exploitation, celles qui sont nécessaires à l'activité de la société, et donc de n'imposer que le bénéfice réel, ou de ne pas imposer si le bas du compte de résultat aboutit à une perte. À qui s'applique le régime du bénéfice réel? Eh bien, le régime du bénéfice réel s'applique forcément à ceux qui sont exclus de l'impôt forfaitaire, et donc ce que les textes énumèrent, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Oui. Donc les commerçants grossistes, par exemple, vont être forcément soumis au régime du bénéfice réel. Très bien. Les promoteurs immobiliers, également, qui sont exclus de l'IFU, vont payer le bénéfice réel. Mais il y a également ceux qui qui sont éligibles à l'IFU et qui ne le souhaitent pas et qui volontairement vont prendre l'option. Se dirigent vers le régime du bénéfice réel. Tout à fait.
Comment est-ce qu'il s'applique sur les personnes physiques? Le régime du bénéfice réel applicable aux personnes physiques est dans la catégorie de l'impôt sur le revenu global, qui est donc la désignation de l'impôt qu'on applique aux personnes physiques en Algérie. Dans la perception, la compréhension la plus étendue, l'IRG, l'impôt sur le revenu global, est souvent assimilé à l'impôt sur les salaires, effectivement, parce que la plus grande population des payeurs d'impôts par voie de retenue à la source sont les salariés d'entreprise. Mais l'IRG s'applique également à toute personne physique qui exerce une activité industrielle ou commerciale ou de prestation de services. Oui. Donc on est déjà des personnes qui sont donc exclus de l'IFUS, ceux qui le font volontairement et qui vont calculer la base imposable à l'impôt sur le revenu global, donc le bénéfice, de la même manière que le ferait également une société, puisqu'il y a dans le Code des impôts des dispositions communes pour le calcul de la base imposable, donc en prenant principalement le chiffre d'affaires et en déduisant l'ensemble des charges courantes d'exploitation nécessaires à la conduite de l'activité. La différence, c'est que donc, quand on parle d'impôt sur le revenu global, il y a un barème, et ce bénéfice imposable va donc être traité selon le barème progressif, donc entre 20% et 35% par tranche, pour finalement aboutir à un impôt quelque part comparable à celui qu'aurait payé l'entreprise si elle avait été une société. Et justement, comment est-ce que le régime du bénéfice réel s'applique aux sociétés? Bien, les dispositions ou les modalités de calcul sont pratiquement les mêmes, simplement change de titre. On parle d'impôt sur les bénéfices de société, donc l'acronyme consacré IBS. Et la particularité, c'est que l'impôt sur le bénéfice des sociétés donc, n'est pas calculé au moyen d'un barème, il y a un taux fixe, ou plutôt même des taux fixes. Pour l'instant, en Algérie, nous avons différents taux en fonction des activités. Un taux spécifique pour les activités de production industrielle, qui est de 19%. Un taux pour les activités de construction et de bâtiments, de travaux publics et hydrauliques, qui est à 23%, et un taux pour les activités de services et de revente à l'État de 26%. Très bien. On va parler exonération. Qu'est-ce qu'une exonération? À quoi est-ce qu'elle sert? Alors l'exonération, d'après ce qu'on sait communément, elle sert à créer des activités, à aider une politique économique ou fiscale, à aider les jeunes entrepreneurs, nous le disions, grâce au label Start-up. Quelles sont les exonérations, M. Hadji Ali, de manière générale? Elles sont énoncées dans la loi, donc dans le Code des impôts, et puis il y a aussi une particularité, c'est que très souvent, vous avez également ce qu'on appelle des dispositions non codifiées, c'est-à-dire qu'elles arrivent à travers des lois de finances, elles ne sont pas inscrites en tant que telles en amendement du Code des impôts directs, mais elles ont pleine force de loi pour être portées par les lois de finances. Enfin, celles qui sont les plus récentes et qu'on retrouve dans le Code des impôts directs actualisés, par exemple l'exonération de 3 ans en matière d'impôt sur les bénéfices pour les jeunes promoteurs d'entreprises. Et cette exonération a été étendue à 6 ans lorsque l'activité est déployée dans des zones à promouvoir, et encore même jusqu'à 10 ans lorsque il s'agit d'activités dans des zones qui bénéficient de l'aide au développement des régions du Sud. Vous avez le cas des entreprises touristiques, donc, qui est le levier de politique économique et fiscale pour l'encouragement des entreprises touristiques, avec une exonération de l'impôt sur les bénéfices de 10 ans. Précision faite que cette exonération ne concerne pas les agences de tourisme et de voyage. Vous avez une exonération permanente, oui, pour autant qu'on continue à
à la garder dans la législation fiscale depuis de nombreuses années, c'est cette exonération de l'impôt sur les bénéfices pour les opérations d'exportation de biens et services et génératrices de devises. D'accord. Vous avez également l'exonération de 5 ans pour les sociétés de capital risque, qui sont donc des sociétés qu'on essaye d'encourager pour promouvoir des prises de participation sur le marché financier algérien. Et donc, cette disposition est également présente depuis pas mal d'années dans notre législation fiscale. D'accord. Alors, à côté des exonérations, on retrouve les régimes particuliers. Les régimes particuliers qui sont des mesures de facilitation du côté des administrations et du côté des entreprises. Quelles sont, la même question que pour les exonérations, quels sont les régimes particuliers? En fait, pour l'instant, le seul régime particulier, et si on se limite à ce qui est codifié en tant que tel, parce qu'encore une fois, il y a un sujet sur l'utilisation du mot régime. Le seul régime codifié en tant que tel est celui des groupes de sociétés qui peuvent recourir à la consolidation fiscale. Donc ce régime permet aux groupes de sociétés qui ont plusieurs autres sociétés membres, généralement des filiales, forcément des filiales, puisque l'une des conditions est que la société mère détienne au moins 90% du capital social des autres sociétés membres. Alors la consolidation, son avantage, c'est qu'elle permet aux groupes de sociétés de ne produire qu'une seule déclaration, de ne payer qu'une fois l'impôt sur les bénéfices, ce qui est à la fois une simplification, mais bon, les responsables financiers et comptables d'entreprises soutiendront le contraire en disant que c'est un exercice laborieux. Et justement, s'il est laborieux, il est autant structurant dans la maîtrise de l'information financière et comptable des entreprises. Pour l'administration, il y a également une simplification évidente parce qu'elle n'a à traiter qu'une seule déclaration, étant entendu que cela ne lui enlève pas le droit également de comprendre de quelle manière la consolidation fiscale s'est opérée. L'autre avantage est qu'il n'y a pas d'exigence du sens du résultat. Autrement dit, dans le périmètre qui est traité pour la consolidation fiscale, il peut s'agir pour la base imposable de l'addition à la fois des résultats bénéficiaires de certaines filiales du groupe, mais également de la soustraction des pertes, ce qui, à l'initiation première de la consolidation, n'était pas possible. Mais la législation a changé sur ce sujet. D'accord. Monsieur Hadji Ali, pourquoi ces exonérations et ces régimes particuliers? Les exonérations, vous le disiez tout à l'heure, c'est essentiellement pour un appui des politiques économiques du pays lorsque l'on veut encourager tel ou tel secteur d'activité, le tourisme par exemple. Oui. Donc c'est principalement un levier d'encouragement, c'est pour permettre un répit momentané, bien sûr, de paiement de l'impôt sur les bénéfices, voire même sur d'autres impôts. Généralement, l'exonération de taxes d'activité professionnelle suit le même traitement. Donc il y a à la fois un allègement d'un point de vue de procédure en termes d'obligations déclaratives, et également un souffle sur la trésorerie de l'entreprise. L'idée essentielle étant que ce souffle-là doit permettre le développement et la croissance pour une période momentanée. Très bien. Merci, Monsieur Hadji Ali. Saviez-vous que le terme fiscalité tire son origine de fiscus, qui vient du latin,
et qui signifie panier, que les Romains employaient pour recevoir de l'argent. Justement, on va s'intéresser à l'histoire de l'impôt avec Asmahan Benabou dans Histoire du droit. L'impôt a toujours existé sous une forme ou une autre, dans une société dirigée par un État. Dans son rôle financier, l'impôt sert principalement à la couverture des dépenses publiques. Dans son rôle de régulation économique, il permet à la puissance publique d'inciter ou de désinciter certains comportements des acteurs économiques. Enfin, dans son rôle social, lorsqu'il est redistribué au sein de la société. La fiscalité dans l'Égypte antique touchait lourdement les activités paysannes. L'impôt coexiste longtemps avec des pratiques proches du pillage, réquisition, corvée, esclavage, etc. Il repose surtout sur l'impôt foncier et la capitation. C'est une sorte d'impôt par tête, pratiqué par exemple dans la Rome antique, dont le montant est identique pour toutes les personnes. Il ne repose pas sur les biens, ni sur les revenus. Il est dû à raison de l'existence même de la personne. Dans la Grèce antique, la fiscalité est principalement indirecte. Les plus riches devaient s'acquitter de la liturgie, l'entretien d'un service public, avec leur fortune personnelle. Cypsélos, premier tyran de Corinthe, introduit la dîme à Corinthe, et Pisistrate l'introduit à Athènes. La dîme est une contribution financière d'environ 10% des récoltes versées en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. Dans la Rome antique, l'impôt est utilisé pour financer l'effort de guerre et notamment la solde de l'armée de métier. C'est également à cette époque que l'on voit l'apparition des droits de douane. Dans le monde musulman, l'impôt est également pratiqué. Il est non seulement pratiqué, mais évoqué dans les écritures saintes du Coran qui évoquent la taxe du khums. L'idée étant que tout croyant doit faire don d'un cinquième de l'ensemble des richesses qu'il gagne à destination des plus nécessiteux. Le khums et la zakat sont des impôts destinés à résoudre les problèmes financiers de la communauté islamique. Au Moyen-Âge, l'impôt n'est pas le même partout. Parmi les plus connus, on peut citer la corvée, qui est un impôt en nature correspondant à l'échange d'un temps de travail contre la protection du seigneur, la taille, qui se payait en espèces et tend à remplacer la corvée à partir du XIe siècle, la dîme, qui est un autre impôt en nature qu'on devait à l'église ou au seigneur, la gabelle, qui est un impôt indirect payé sur un certain nombre de denrées comme les draps, le vin ou le sel, etc. La plupart des levées d'impôts étaient exceptionnelles. Elles servaient au remboursement d'un emprunt contracté par le roi, qui délivrait alors à son créancier le droit de lever l'impôt. Le roi ne pouvait lever l'impôt qu'après convocation des États généraux, et uniquement pour payer une rançon, financer une guerre ou un mariage. Au cours de l'Ancien Régime, les monarques tenteront d'uniformiser le système fiscal et de le rendre permanent. L'impôt a tout au long de l'histoire été considéré comme un attribut de la puissance du prince, fondé sur les droits régaliens. Aujourd'hui encore, malgré le fait qu'il soit contesté ou affaibli par de nombreuses pratiques visant à s'en évader, l'impôt est au centre de nos sociétés et représente l'une des principales sources de financement et de redistribution des richesses de nos États. Merci Asmahan et on passe à présent à vos questions pour parler des régimes d'imposition. Alors comme d'habitude, vous nous posez vos questions concernant la thématique du jour sur les réseaux sociaux. On en a sélectionné quelques-unes. La première question, qu'est-ce que le remboursement des impôts? C'est Rassim qui nous pose cette question, Monsieur Hadjali. Le remboursement des impôts n'a de sens que sur la matière fiscale auquel le remboursement peut s'appliquer. Dans la pratique courante de la fiscalité, le remboursement s'applique essentiellement à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Et ce remboursement est en fait une procédure codifiée pour utiliser le mot approprié. En fait, il s'agit de restitution dans le cas notamment de l'activité e-commerce. Dans le cas d'activités qui sont en précompte structurel, notamment, où donc une entreprise a
à payer de la TVA en amont sur ses approvisionnements à au taux de 19% et que par contre elle vend à 9%. Et effectivement, il se peut que les activités de e-commerce qui se trouvent être justement imposées à 9% se trouvent dans cette situation de précompte structurel. Donc le sujet est le plus courant en matière de TVA. En matière d'impôt direct, la situation peut faire qu'un contribuable ait payé un impôt alors qu'il n'avait pas à le payer. Les erreurs peuvent arriver, on le voit dans la pratique, mais également qu'elle ait pu payer plus d'impôts qu'elle n'aurait dû. Alors, il y a certaines procédures qui permettent un remboursement dans la procédure. Par exemple, lorsqu'on a payé plus d'acompte provisionnel, parce que pour l'impôt sur les bénéfices, l'administration n'attend pas la fin de l'exercice pour collecter l'impôt. Il y a un système de paiement fractionné dans l'année. C'est pour ça qu'on l'appelle provisionnel. Et dans cette situation-là, l'acompte provisionnel va, s'il venait à dépasser l'impôt qu'on avait payé, on a des dispositions expressément claires qui permettent de rattraper cet excédent sur des paiements futurs. Quant à obtenir le remboursement en numéraire de l'administration, le mot peut choquer pour certains, mais c'est le mot consacré. Il s'agit en fait d'une procédure en contentieux, ça n'a rien de dramatique, c'est simplement la procédure qui consiste à s'adresser à l'administration pour lui demander du remboursement de l'impôt en question. Très bien. Alors, la deuxième question est la suivante. J'exerce au sein d'une URL et je n'ai pas déclaré mes impôts à temps. Y a-t-il un recours? C'est Hafed qui nous a posé cette question. Écoutez, il y a une différence entre ne pas déclarer son impôt et ne pas le payer. Et dans les procédures, la distinction est faite parce que c'est de manière réfléchie l'image des obligations, de l'obligation déclarative. Et donc, si cette entreprise organisée en forme de URL, donc qui est forcément soumise à l'impôt sur le bénéfice en l'état actuel de la réglementation, il y a une défaillance sur à la fois l'obligation déclarative et l'obligation de paiement. Parce que cette entreprise peut déclarer, mais ne pas payer ses impôts. Effectivement, il y a... Et les payer plus tard. Tout à fait. Il y a une mesure de facilitation qui a été opérante pendant de nombreuses années, qui avait été retirée avec la loi de finances 2020, mais qui est finalement revenue, et heureusement, parce qu'elle permet aux entreprises qui n'ont pas les moyens, au moment de l'échéance de payer l'impôt, de remplir au moins l'obligation de déclaration. Donc là, ce que l'on désigne couramment par déclaration sans paiement permet à l'entreprise de souscrire à cette obligation pour déjà éviter ce qu'on appelle la pénalité d'assiette et n'être exposé qu'à la pénalité de recouvrement, puisque l'administration appliquera quand même les pénalités de recouvrement qui correspondent à des pénalités de retard, puisque comme tout tiers, l'administration également décompte un coût de l'argent qui n'a pas été versé à échéance. Donc déposer son G50 tous les mois et déclarer ses impôts est très important. La dernière question, j'achète et je vends en ligne des produits. Est-ce que j'ai des impôts à payer? C'est Sarah qui pose la question. Je suppose que Sarah n'a pas de registre de commerce, vu qu'elle n'a pas mentionné de statut juridique. Est-ce que cette personne-là a des impôts à payer, M. Hadji Ali? Vous faites bien de le préciser, l'absence du statut de cette personne, parce qu'en fait, l'élément clé dans la fiscalisation de l'opération a trait à l'exercice habituel de la profession, et dans le cas d'espèce, d'opérer des ventes par e-commerce. Donc, si c'est à titre personnel, en tous les cas, dans le dispositif fiscal existant, il n'y a pas en tant que tel d'impôt, mais après, elle ne nous précise pas ce qu'elle vend réellement par e-commerce, parce que si elle vendait une propriété, c'est vraiment une caricature, parce qu'on n'achètera jamais une propriété par e-commerce, encore que,
Bon, Quoique, c'est possible. C'est possible. Et là, à ce moment-là, il y aurait matière, puisque dans la catégorie des plus-values, elle pourrait avoir un impôt à payer. Mais sinon, si dans ce que l'on connaît du e-commerce courant, c'est-à-dire de vendre un shampoing ou faire un repassé, non. Mais si elle en fait sa profession habituelle, évidemment qu'elle est soumise à impôt. Et puis au passage, de préciser que l'avantage donné aux entreprises de e-commerce, on le disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont une TVA à 9%, et lorsqu'elles ont un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions de dinars, elles sont à l'IFU au taux de 5%. Très bien. Merci, Monsieur Hadjali. On va maintenant parler droit et technologie avec Gibran Freitas. Bonsoir Gibran. Bonsoir Fatma. Alors on parlait fiscalité durant tout l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler des applications de la Legal Tech dans la fiscalité justement ? Tout à fait. Alors en effet, il y a des applications de la Legal Tech même dans la fiscalité. C'est vrai que le droit, une fois qu'il est simplifié, notamment avec la technologie, il permet à beaucoup de secteurs et beaucoup d'activités d'être elles aussi et eux aussi beaucoup plus simples. Alors au-delà de la recherche et de la veille juridique qui est liée à la fiscalité, et donc au régime d'imposition dont on a parlé avec M. Hadjali, et qui sont directement liés en fait parce que le droit est en fait ce qui fixe notamment les taux des impositions, et donc plus on est informé et plus on est en capacité de retrouver les différents taux aux différentes époques, plus finalement on a aussi une maîtrise sur cette question-là de la fiscalité. Donc au-delà de la recherche et de la veille juridique dont on a déjà parlé, ce qui est notre activité chez Legal Doctrine, il y a encore d'autres applications qui sont assez intéressantes, je trouve, pour ce qui s'agit de la fiscalité et de la Legal Tech. Tout d'abord, il y a la capacité de faire un benchmark sur les différents régimes d'imposition, notamment entre les différents pays, parce qu'on a réussi à unifier les termes en matière de fiscalité sur, on va dire, un concept uniforme. Je m'explique. On a peut-être en Algérie un nom pour un impôt bien précis. On va retrouver le même impôt en Tunisie, mais sous un autre nom. Pour réussir à faire un benchmark, donc une analyse croisée qui soit pertinente, il faut pouvoir identifier de manière précise ce qui, dans le droit algérien, équivaut au droit tunisien. C'est ça. Et donc, en fait, l'utilisation de la technologie pour créer ces bases de données qui se parlent entre elles et qui sont équivalentes permet notamment aux fiscalistes de pouvoir comparer de manière efficace les différents régimes d'imposition dans les différents pays, ce qui va pouvoir aider notamment les différents groupes lorsqu'ils souhaitent investir ou dans d'autres activités. Il y a également, et je ne vais pas y manquer une autre fois, l'automatisation des documents, qui est décidément partout. Quand on dit fiscalité, on dit bien entendu document, on dit paperasse, on dit aussi très souvent tracas. Mais en effet, les documents, même en matière de fiscalité, peuvent être digitalisés. Et la Legal Tech aide bien entendu, car beaucoup de courriers, notamment envers l'administration fiscale, sont prévus par des textes juridiques et leur forme aussi l'est. Et donc, c'est ce qui va permettre de générer automatiquement des courriers, des documents qui vont pouvoir être ensuite envoyés par exemple à l'administration. On a une start-up aux États-Unis qui est très connue justement dans la Legal Tech et dans ce qu'on appelle la Tax Tech, donc la Fiscatech si on pouvait traduire ça en français, qui permet en fait aux personnes de remplir toutes les formalités elles-mêmes et ensuite de les envoyer directement à l'administration. L'administration y trouve son compte, vu qu'elle a moins de mal à recouvrer l'impôt. Les personnes y trouvent leur compte aussi parce que c'est beaucoup plus simple de pouvoir suivre ces impôts, de pouvoir les calculer et d'être sûr qu'on est bien en conformité avec la loi. Et l'entreprise y gagne aussi, vu qu'elle gagne à chaque fois, sur chaque abonnement, bien entendu, un pourcentage. Alors on a aussi, bien entendu, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, des startups Legal Tech qui analysent le droit en temps réel et qui vont permettre de vous dire, à vous, en tant que particulier ou en tant qu'entrepreneur, quels sont les différents avantages auxquels vous êtes éligible. C'est-à-dire qu'on va vous dire, par exemple, loi de finances 2021 vient de sortir, il y a un nouvel impôt, ou plutôt une nouvelle exonération d'impôt qui vous concerne, vous êtes éligible à tant de pourcentage de réduction. Et donc là, c'est là qu'on a vraiment finalement l'accès au droit. On a le droit qui a changé et on sait directement si ces avantages fiscaux ou ces nouvelles obligations fiscales me concernent et ce que je dois faire
pour pouvoir justement être en conformité ou demander cette exonération. Donc la Legal Tech, comme dans tous les secteurs, ça facilite aussi la gestion de tout ce qui est lié à la fiscalité. Et je suis certain que ce croisement entre fiscalité et Legal Tech va être vraiment une tendance qui va être marquée dans la quasi-totalité des pays dans le monde. Merci Gibran Freitas et merci à notre invité d'avoir été présent parmi nous ce soir. Samir Hadji Ali, je rappelle, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Merci de m'avoir invité. On remercie encore une fois nos partenaires officiels, PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. On a déjà abordé plusieurs autres thématiques, je le rappelle, dans d'autres épisodes, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur notre chaîne YouTube Legal Doctrine TV, sans oublier de vous y abonner. Sinon, moi, je vous retrouve lundi prochain à 19 h. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.